monétaire ouest-africaine. L'UEMOA, 8 pays, un destin commun, un espace économique harmonisé, ouvert et concurrentiel. L'UEMOA, votre guide au cœur de l'Afrique, des grands événements et des grandes mutations sur Africable. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Voici les titres de ce journal. Au Burkina Faso, l'on s'achemine vers un accord sur le profil du futur chef de la transition. Le lieutenant-colonel Zida s'est dit prêt à rendre le pouvoir aux civils, mais il n'estime pas être tenu par l'ultimatum de l'Union africaine. Vous l'entendrez dès le début du journal. Qui a tué Oussama Ben Laden? La polémique prend de l'ampleur aux États-Unis. Robert O'Neill, un membre des forces spéciales, a affirmé qu'il était l'homme qui a abattu le chef d'Al-Qaïda en 2011 au Pakistan. Célébration ce vendredi de la journée de l'écrivain africain, une occasion pour nous de vous faire découvrir Marcel Mendy, un écrivain sénégalais, son portrait dans ce journal. Voilà pour le sommaire. Le lieutenant-colonel Zida s'impose à la tête du Burkina Faso. Le nouvel homme fort du pays a donné jeudi une conférence de presse au cours de laquelle il a réaffirmé qu'il allait rendre le pouvoir aux civils, mais il ne s'estime pas tenu par le délai de 15 jours imposé par l'Union africaine et il appelle toutes les parties à se tomber d'accord sur les critères et le profil de la personnalité civile qui sera désigné pour conduire la transition et le CDP, l'ancien parti au pouvoir, sera associé à la prise de décision. Je vous propose de l'écouter au micro de nos envoyés spéciaux à Ouagadougou, Abdoulaye Bari et Bakary Kienou. Le choix de la personnalité civile va revenir à un collège que nous allons mettre en place. Vous pourrez peut-être appeler ça collège de sages ou en tout cas un collège de personnes vraiment dont la probité est irréprochable. Nous ne pouvons pas avancer en laissant des fils du Burkina derrière nous. Nous sommes en train d'aller vers une solution consensuelle. Et le CDP, c'est vrai qu'avec des responsables qui se sont illustrés négativement, je déplore cela comme tous les Burkinabés. Mais imaginez-vous qu'au fond des villages du Burkina, il y a des femmes et des hommes qui, en tout cas, étaient au CDP de bonne foi. Nous ne pouvons pas imaginer un consensus sans eux avec nous. Importante réunion de la CEDEAO à Accra au Ghana. Les 15 pays de l'organisation ont demandé que le plan d'aide internationale contre le virus Ebola devrait aller au-delà de la seule urgence médicale et soutenir les économies de la région affaiblies par l'épidémie. Concernant le Burkina Faso, les chefs d'État se sont dit opposés aux sanctions internationales contre ce pays. Nouvel attentat au Nigeria, une bombe cachée dans un sac en plastique a explosé au pied d'un distributeur des billets. Ça s'est passé dans la ville d'Azaré, dans le nord-est du pays. L'attentat n'a pas été revendiqué, mais les autorités d'Abuja l'ont attribué au groupe islamiste Boko Haram. L'axe Dakar-Ziguinchor-le-Pont de Farafenni était au cœur d'un point de presse organisé par la Convergence pour le désenclavement et le développement de la Casamance, la pomme de la mésentente, le mauvais comportement des Gambiens. Reportage Myriam Benguefay en Toumar avec notre bureau à Dakar. Conscient de l'importance des déplacements des Casacés liés pour la plupart au commerce, à l'étude et au travail, la Convergence pour le désenclavement et le développement de la Casamance lance un cri de cœur quant au mauvais traitement des passagers qui empruntent le chemin de la Gambie. Ils sont nombreux à fustiger les conditions déplorables dont sont confrontées certaines personnes. Parler de voies terrestres conduit à évoquer inéluctablement la traversée au bac de Farafenni en territoire gambien. Tous ceux qui ont, ne serait-ce qu'une seule fois utilisé cette voie, ont constaté que passagers et automobilistes y souffrent le martyre au quotidien. Sur ce territoire gambien, ils sont souvent contraints de passer plusieurs heures, parfois même des nuits à la belle étoile à la merci des moustiques et des déchets, seuls habitants sédentaires des lieux. Cette association d'alerte, de veille et de contribution créée en février 2014 veut jouer pleinement sa partition dans le développement du Sénégal. Ses membres dénoncent le mutisme des autorités gambiennes face à cette situation. Les autorités gambiennes n'ont véritablement rien fait pour améliorer leurs services sur cette traversée. Aujourd'hui, nous constatons
que la situation se dégrade de plus en plus et est devenue insoutenable, inacceptable et loin d'être négligeable. Rappelons que la Gambie et le Sénégal ont signé de multiples accords allant dans le sens de construire le pont de Farafenni, mais jusque-là, rien n'est fait. Le 9 novembre 1989 tombait le mur de Berlin qui permettra la réunification allemande. 11 mois plus tard, les députés allemands ont donné ce vendredi le coup d'envoi des célébrations de 25 ans de l'ouverture du mur. Déchu de la nationalité est-allemande en 1976, Wolf Biermann joue aujourd'hui devant le Parlement d'une Allemagne unie. L'ancien opposant a eu un bref échange houleux avec les députés du Die Linke, un parti composé entre autres d'anciens communistes de la RDA, mais le reste du concert s'est passé sans incident. Le coup d'envoi des 25 ans de la chute du mur est donné. La chute du mur est le moment fort de cette année fatidique de 1989. Un événement que la plupart de ceux qui étaient là, et beaucoup d'autres, considèrent aujourd'hui comme un miracle. Ce n'était pas un miracle ou le résultat d'une catastrophe naturelle. C'était le résultat d'une révolution pacifique sans précédent dans l'histoire de l'Allemagne. Sur l'ancien tracé du mur qui séparait la ville en deux, 8000 ballons blancs se sont illuminés vendredi, à la tombée de la nuit. Nous voulons donner une réponse à tous ceux qui n'ont jamais vu le mur, tous ceux qui étaient trop jeunes à l'époque ou ceux qui sont venus s'installer depuis. Il s'agit de leur montrer où se trouvait le mur. Une frontière d'air et de lumière qui, elle, reste ouverte. Le mur de Berlin a été construit en 1961 pour empêcher les habitants de la RDA de fuir vers l'ouest. Cette frontière quasi infranchissable de plus de 160 km a tenu jusqu'au 9 novembre 1989. 25 ans plus tard, jour pour jour, les 8000 ballons seront lâchés, la frontière symbolique effacée, sur la musique de la 9e symphonie de Beethoven, l'hymne européen. Qui a tué Oussama Ben Laden? La question fait polémique à nouveau aux États-Unis après qu'un membre des forces spéciales de la marine américaine a dévoilé plutôt son identité dans la presse. Robert O'Neill, c'est son nom, affirme que c'est lui qui est entré le premier dans la chambre où se trouvait Oussama Ben Laden et qui l'a tué d'une balle en pleine tête. Mon nom est Robert O'Neill, j'ai été soldat d'élite de la marine pendant 17 ans. Robert O'Neill a brisé la loi du silence dans une interview au Washington Post. Il prétend être à l'origine de la balle fatale à Oussama Ben Laden. L'ex-soldat faisait partie de la célèbre Unité 6, le commando d'élite qui, le 2 mai 2011, a fait irruption dans la cache du chef d'Al-Qaïda au Pakistan. Grâce à ses lunettes de vision nocturne, O'Neill repère Ben Laden et lui tire une balle en pleine tête. Mais sa version des faits n'a cependant pas convaincu tout le monde. Beaucoup de gens de l'unité d'élite m'ont dit que la nuit où Ben Laden a été tué, le soldat de tête dont on ne peut jamais révéler l'identité était le gars qui le premier a tiré et abattu Ben Laden. Et quand Ben Laden s'est écroulé sur le sol de sa chambre, il a été achevé par 2 autres membres du commando. La sortie très médiatique du soldat O'Neill n'a en tout cas pas été du goût de sa hiérarchie. Le top des troupes d'élite de la marine américaine s'est même fendu d'un communiqué dans lequel il met en garde les soldats qui violent le code de conduite, celui du secret d'État. Tout le monde veut savoir comment nos opérations spéciales se déroulent. Mais nos ennemis, eux, veulent en savoir plus encore. Et nous devons protéger nos futures missions et d'autres vies américaines. Robert O'Neill n'est donc pas à l'abri de poursuites judiciaires et cela ne devrait pas s'arranger avec la diffusion très attendue d'un reportage de Fox News sur l'identité du tueur de Ben Laden. Par ailleurs, en sortant de l'anonymat, l'ancien soldat d'élite risque aussi les représailles des héritiers du leader d'Al-Qaïda. Au Proche-Orient, quelques 150 palais israéliens ont marché ce jeudi soir pour réclamer le droit de prier sur l'esplanade des mosquées. Les Juifs et les Palestiniens sont toujours à côté tirés et la tension reste vive dans la région. La journée avait débuté dans le calme, mais rapidement après la grande prière du vendredi, de nouveaux heurts ont éclaté dans le quartier de Chouafat à Jérusalem-Est, mais aussi à Hébron en Cisjordanie et au checkpoint de Kalandia. La plupart de ces Palestiniens participaient quelques instants plus tôt aux obsèques symboliques de l'homme responsable de l'attaque meurtrière avec une voiture mercredi à Jérusalem. Pour limiter les débordements, 1300 policiers avaient été déployés et seuls les hommes de plus de 35 ans ont pu aller prier sur l'esplanade des mosquées. Ces musulmans se sont donc rassemblés aux abords du site.
Empêchés la veille par la police de venir prier, des dizaines d'extrémistes juifs veulent eux accéder aujourd'hui à l'esplanade des mosquées qu'ils appellent le mont du Temple. Le statut de ce lieu, sacré tant pour les musulmans que pour les juifs, est au cœur des tensions et des violences qui opposent Israéliens et Palestiniens ces derniers mois. Le grand rabbin séfarade a appelé les juifs à ne pas se rendre sur place aujourd'hui pour apaiser la situation. Nous pensons qu'il est nécessaire de faire baisser les tensions. Ce à quoi nous avons assisté ces derniers jours, y compris avec les attaques terroristes, est le résultat direct des provocations de Ramallah et surtout de Mahmoud Abbas. Mais le ministre israélien de l'économie, Naftali Bennett, a lui réclamé que le gouvernement passe d'une position défensive à une position offensive à Jérusalem. Il affirme que Mahmoud Abbas, le président de l'autorité palestinienne, est un terroriste. Dans la matinée, Benyamin Netanyahou a approuvé la démolition des maisons des responsables d'attaques à Jérusalem et a rappelé que la ville n'est pas une implantation à ses yeux, mais la capitale israélienne. Voyons à présent ce qui fait le reste de l'actualité en bref et en images avec Albertine Dotzi. Le Premier ministre Benyamin Netanyahou a ordonné la démolition des maisons d'auteurs d'attaques terroristes à Jérusalem-Est, a indiqué ce vendredi un responsable israélien sous le couvert de l'anonymat. Après l'avoir soumise à l'approbation du ministère de la Justice, la décision a été prise jeudi soir lors de consultations du Premier ministre avec des responsables de la sécurité. Un tribunal kényan a condamné à mort ce vendredi 5 personnes, dont un prêtre catholique, pour l'assassinat d'un évêque italien en 2005. La décision de la Haute Cour intervient 9 ans après le meurtre de Monseigneur Luigi Lokati dans le nord du Kenya. La Fédération sud-africaine de football a annoncé jeudi vouloir lancer une collecte d'armes à feu illégales pour les fondre et en faire un monument en métal en hommage à Senzo Meyiwa, gardien de l'équipe nationale assassiné en octobre dernier. Et enfin, éliminatoire CAN 2015, Hervé Renard, le sélectionneur de l'équipe de Côte d'Ivoire, a dévoilé une liste de 24 joueurs convoqués pour affronter la Sierra Leone le 14 novembre et le Cameroun le 19 novembre à Abidjan. Didier Zokora et Kolo Touré ont également été rappelés. La page culture de ce journal nous ramène au Sénégal où a été célébrée, comme partout ailleurs en Afrique, la journée internationale de l'écrivain africain. Une occasion pour nous, pour notre équipe à Dakar, d'aller à la rencontre d'un écrivain sénégalais, Marcel Mendy. Voici son portrait. Cheikh Anta Diop, qui a été mon maître, c'est lui qui le premier m'a dit, mon fils, parce qu'il m'appelait mon fils, le jour où vous déciderez d'écrire, écrivez sur des sujets qui intéressent le plus grand nombre. Voyez. Et je me suis inscrit dans cette logique. Journaliste de formation, Marcel Mendy a fait ses preuves dans le monde des médias. Du Sénégal en passant par la France, il est connu de par sa belle plume et sa manière déterminée de traiter ses articles. Devenu maintenant écrivain, Marco nous raconte son histoire avec l'écriture. Pendant que j'étais actif à Paris, plus précisément à Africa International, il m'est arrivé de rencontrer la famille de feu le président Habyarimana au cours d'une réunion de rédaction. Il nous avait conté les circonstances dans lesquelles le président Habyarimana du Rwanda avait été assassiné à l'époque. Alors, n'étant pas satisfait des explications qui nous avaient été données, j'ai voulu en savoir davantage. Et c'est comme ça que j'ai commencé des investigations, des recherches, j'ai fait des rencontres et au bout du compte, j'ai décidé de produire un livre. Porte-parole de l'Union pour le renouveau démocratique, plusieurs fois conseiller en communication dans différents ministères, membre fondateur du Club de la presse africaine, Marco, comme l'appellent ses amis, est spécialisé sur les questions politiques. J'en suis à mon 5e ouvrage. Évidemment, c'est sous forme d'essai que j'ai publié. Un essai sur la violence politique au Sénégal, un autre essai sur la crise du Rwanda, mais j'ai également produit des biographies, notamment une biographie du président Abdoulaye Wade, l'ancien président du Sénégal, et tout dernièrement une biographie
de son éminence le cardinal Théodore Adrien Sarr. Les embûches du métier, le coordinateur de la cellule de communication de la Chambre africaine extraordinaire en a rencontré. J'avoue que le métier d'écrivain n'est pas un métier facile parce que après avoir écrit, il faut trouver un éditeur et c'est là une autre paire de manches parce que les éditeurs ne prennent pas n'importe quoi, voyez. Et ensuite, il faut trouver le bon éditeur. Le bon éditeur, c'est celui qui non seulement est capable de produire, enfin de publier votre travail, mais est capable également de le commercialiser. Depuis 1992, à l'initiative de l'Association panafricaine des écrivains, la journée du 7 novembre est consacrée à l'écrivain africain. À cette occasion, cet homme rend hommage à ses prédécesseurs et lance un message. Le message que je voudrais lancer, c'est inviter nos compatriotes africains à s'intéresser davantage à l'écriture, mais également à lire, parce que c'est un binôme. Voyez, c'est, de mon point de vue, la voie royale pour accéder à la connaissance, je l'ai dit au début de mon propos, mais également participer à ce rendez-vous du donner, du recevoir, tel que l'avait prophétisé Léopold Sédar Senghor après Teilhard de Chardin. Du sport avant de refermer ce journal au Niger, le mois de décembre sera marqué par un grand marathon, celui du Ténéré. L'annonce a été faite à Niamey au cours d'une conférence de presse animée par les organisateurs. Cette première édition sera placée sous le signe de la paix au Sahel et regroupera plus de 200 athlètes. Voyons tout cela avec Sarki Aboubakar Razagabashi avec notre bureau à Niamey. C'est assurément l'un des grands événements sportifs, culturels et touristiques de cette année. La première édition du Grand Marathon du Ténéré, qui se tiendra dans la région d'Agadez, au nord du Niger, vient d'amorcer une étape décisive de son organisation. Cette première édition est placée sous le signe de la paix. Courir pour la paix au Sahel. Sans paix, il n'y a pas de développement. Sans paix, il n'y a pas d'image. Sans paix, il n'y a pas de création. Donc nous avons besoin de la paix. Et c'est pour ça que nous avons pris ce thème. Et aussi pour redynamiser le secteur du tourisme, qui est une des activités phares de la région d'Agadez, qui a connu tant de conflits quand même. Donc par le biais du marathon, nous allons essayer de donner un nouveau souffle à cette région. L'aspect technique prévoit une course sur route de 16 km pour les hommes et 12 km pour les dames. Prévu le 29 décembre prochain, une forte participation y est attendue. Nous sommes donc en contact avec les 8 régions du pays. Donc, en ce qui concerne les ligues régionales d'athlétisme, qui sont toutes invitées à participer à cette première édition. Au monde, on souhaiterait avoir un maximum de participants. Édition, ça serait probablement un semi-marathon pour aboutir à terme, c'est-à-dire dans 2 ans, à un marathon complet. Cette conférence de presse qui marque le lancement des activités annonce les couleurs d'une fin d'année riche en performances. Voilà qui met fin à ce journal. La suite de programme tout à l'heure à 20h30. À votre avis, consacré aux révisions constitutionnelles en Afrique. Avec cette question, y a-t-il une vie après la présidence en Afrique? Merci donc à vous qui nous regardez à New York et partout ailleurs dans le monde. À demain. L'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine. L'UEMOA, 8 pays, un destin commun, un espace économique harmonisé, ouvert et concurrentiel. L'UEMOA, votre guide au cœur de l'Afrique, des grands événements et des grandes mutations sur